En fait, je présente, comme les autres associations, la fédération des associations malades respiratoires avec différentes pathologies. Donc, vous voyez, nous sommes assez nombreux, mais nous cherchons encore parce que, vous voyez, dans l'association, les gens sont actifs. Ça, c'est précieux. Ce n'est pas toujours le cas, vous savez très bien. Donc, et bien sûr, dans notre situation, il y en a des malades avec la BPCO. Je demande la salle, s'il vous plaît, dites-moi si la personne veut arrêter de fumer. Je ne parle pas de votre avis, je parle des gens autour de vous, des gens qui ne sont pas dans le domaine médical. Est-ce que c'est difficile d'arrêter de fumer? Oui. 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 Oui, quand même oui. Oui, déjà c'est bien. Parce que c'est vrai, c'est très difficile à faire. Parce que dans tous les cas. Donc, c'est pas seulement les symptômes de sévrage, c'est aussi l'envie de fumer irrésistible. C'est pas une dépendance simple, c'est physique, comportementale, psychologique. Ah, encore, est-ce qu'on a les comorbidités, ça n'améliore pas. Et n'oubliez pas que, vous savez, pour le service à la proximité, c'est plutôt le bar du tabac. Je peux vous dire que pour, chez nous, j'habite en Normandie, profonde, dans un petit village, on en a dans le village. Pour prendre le rendez-vous avec le médecin, pour prescrire les substituts nicotiniques, c'est 2 mois. Et encore pas chez nous, il faut aller dans une autre ville. Bon. Donc, et je ne parle pas de méconnaissance de la maladie. Ça, c'est vraiment un problème sérieux, on va parler. Donc, quand on parle avec les gens qui veulent arrêter de fumer, quand même, ils ont déjà dans la tête cette idée qu'ils vont souffrir à cause d'envie de fumer très forte. Ça, quand même, on voit. Par contre, les autres symptômes de sévrage, non, c'est pas toujours évident. Qu'on peut tomber dans l'état complètement déprimé, pleurer, tu ne dors plus, tu es fatigué, etc., etc. En plus, si on a une prédisposition à ça, ça n'améliore pas les choses. Et n'oubliez pas que ce n'est pas que la nicotine, il y a d'autres composants, l'harmone et la non-harmone, qui agissent dans la même direction de la dépression. Donc, les patients de PCO, est-ce que c'est mieux? Mais non, c'est pas mieux, parce que 3 fois plus de désordres psychologiques que la population générale. 50% présents en rétrovaction et 42% dépressifs et anxieux. Et si on regarde plus près les gens qui fument et qui ont la BPCO, malheureusement, ils fument beaucoup. Ils fument de l'âge très très jeune. Ils sont très dépendants. Bon, pour le niveau socio-économique, ça change. Je peux vous dire que à l'époque, oui, c'était clair que c'était toujours les niveaux assez bas. Maintenant, quand même, on voit tout. Et bien sûr, les facteurs anxio-dépressifs. Et en plus, la BPCO même, ça donne dysfonctionnement cognitif. Malheureusement, vous comprenez, quand on n'a pas d'assez d'oxygène, ça peut aller jusqu'à avoir des problèmes dans le raisonnement, dans l'apprentissage, dans la mémoire. Moi, je suis tabacologue. Je travaille pour la FFR en tant que bénévole, comme toutes les associations, tous les membres sont bénévoles. Donc, mais je travaille, bon, comment je dois me nourrir, je travaille en tant que tabacologue. Donc, pendant 5 ans, 19-24, j'ai vu, bon, c'était aussi les membres de la fédération, mais c'est aussi, on peut dire dans ma pratique, 42 malades de PCO. Oui, le début du tabagisme très tôt. C'est vrai que le dernier temps, quand même, on voit beaucoup de femmes.
on voit plus de femmes qui ont les BPCO. Oui, il y a pas mal de dépression. Fume beaucoup, 50 paquets année, c'est moyen. Et c'est pas record. Donc, si on parle de tous ces malades, c'est vrai que quand même c'est depuis 2019, donc il y a le temps. Et c'est vrai que quand même la plupart des gens qui j'ai vus au début, ils ont arrêté. Il y a une personne qui continue à fumer, mais quand même, il y a beaucoup de malades de BPCO qui continuent à fumer. Ce que moi me touchait vraiment, que les gens qui, on peut dire, font le projet d'arrêt du tabac avec la BPCO, ils n'ont presque jamais entendu parler de diagnostic, de la BPCO avant d'être diagnostiqué. Et c'est vrai que là, c'est aussi important, ils ne veulent pas arrêter. Ils sont obligés. C'est le médecin qui le pousse. Et ça change beaucoup. Je suis d'accord, bien sûr, avec les études qu'ils minimisent souvent les risques liés au tabagisme. Mais pourquoi ils minimisent? Ils ne savent pas. Ils ne croient pas tellement dans les avantages de l'arrêt. Et bien sûr, ils doutent toujours sur soi-même, sur leur capacité d'arrêter. Je pense que c'est bien si nous pouvons aussi penser à cette image de la cigarette dans la population. Pour nous, les professionnels médicaux, quand même, la dépendance, c'est la maladie. C'est l'Organisation mondiale de santé qui dit ça. Et qu'est-ce que c'est pour les gens? Qu'est-ce que c'est? Pour les gens, c'est l'habitude, mauvaise habitude. Et c'est vrai que quand j'ai vu les gens avec la BPCO qui ont une grande difficulté d'arrêter de fumer, les cigarettes étaient comme quelque chose de soi-même. On ne peut pas arracher ça. C'est une partie de moi-même, de ma vie quotidienne. Et c'est très difficile de changer l'image des cigarettes. Les cigarettes, c'est pas une amie, c'est pas une détente, c'est pas un plaisir, c'est un traître. Mais essayez de dire. Les cigarettes plaisir, vous savez, c'est vraiment ce que j'ai vu, que la cigarette est très valorisée. Et la personne qui fume, elle est très dévalorisée. Elle est nulle, et la cigarette est tout. Donc les autres plaisirs de ne pas arrêter de fumer, liberté, ça c'est magnifique. Compagnie, oui, ça c'est vrai que la solitude, on en rencontre souvent. Gestion du stress, n'oubliez pas qu'ils sont très souvent anxieux, dépressifs, bien sûr c'est actuel. Aussi, ce que j'ai vu, c'est une certaine fatalité. Tout est déjà perdu. S'il s'agit, rien ne vaut pas mes efforts, le rapport des efforts, de la souffrance en tabac et les résultats, c'est pas bon. Donc, il y a une autre chose, peut-être vous avez entendu aussi, est-ce que dans le public, l'image des substituts nicotiniques est correcte? Je sais pas répondre. Vous n'avez pas d'impression que c'est n'importe quoi? C'est très difficile souvent pas d'imposer, mais de proposer le traitement par les substituts nicotiniques, parce que mon voisin m'a dit que ça ne marche pas, c'est de la bêtise, c'est pour vous payer pour que le labo gagne.
Après, j'ai essayé, ça ne marche pas, parce que la personne qui fume 60 cigarettes roulées a essayé de mettre le patch de 21 mg. Bien sûr, ça ne marche pas. Il faut quand même que la dose soit suffisante. Et il y a pas mal de gens qui ont peur de mettre le patch, de prendre les pastilles. Pourquoi? Parce que là, je dois lancer mon projet d'arrêt. Et là, je me séparerai de cigarettes. Et c'est vraiment, c'est un obstacle très très lourd à surmonter. Ce qui disent les études que oui, si les patients sont très bien motivés, ça peut marcher mieux. Et bien sûr, si ils utilisent comme il faut les substituts nicotiniques. S'ils sont assez jeunes, et s'ils ne fument pas beaucoup, c'est aussi bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est intéressant ce que j'ai trouvé, c'est le groupe Cochrane qui a observé ça. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour montrer que l'entretien motivationnel est efficace. Ça, c'est intéressant. Donc, on utilise toujours la stratégie de 5K. Ask, poser des questions. Advice, conseiller le sevrage, mais c'est vrai, c'est bien qu'il faut quand même conseiller de manière claire et compréhensible. Assess, évaluer la dépendance. Assist, combiner les interventions psychosociales et la pharmacothérapie. Et arrange, organiser le suivi. Si on a parlé une fois, malheureusement, c'est pas assez. Bien sûr, dans tous les discours avec les fumeurs, on utilise les principes de thérapie cognito-comportementale, expliquer les gens les troubles qui apportent le tabac et les troubles qui sont déjà arrivés dans leurs poumons, dans leurs bronches, c'est très important, ils ne le savent pas. Et c'est vrai que dans le cas des fumeurs, BPCO, les faire agir, c'est difficile. Les gens qui agissent, ils sont dans les associations de patients. Les autres, ils attendent quand sera tombé du ciel. Donc, oui, pas d'études pour confirmer les effets bénéfiques des thérapies pour la dépression sans pharmacothérapie, et les prises en charge comportementales sans médicaments associés ne sont pas plus efficaces que le simple conseil d'arrêt. Donc on revient à l'importance quand même de ce traitement par les substituts nicotiniques, et que ça doit être quand même accessible. Aujourd'hui, c'est que les pharmacies qui sont accessibles sur place, à la proximité, mais pas les personnes qui peuvent faire l'ordonnance comme médecins, infirmières et chirurgiens dentistes. C'est mon cri. Il faut répéter plusieurs fois. Pour l'éducation thérapeutique, pour tout, il faut répéter, il faut revenir à ce projet, il faut reproposer, il faut réessayer, et ça va marcher. Donc, et c'est bien, on a parlé justement, c'est très important de comprendre les perceptions des patients, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et pour ça, notre fédération travaille beaucoup, parce que nous pensons que la sensibilisation publique de la BPCO et la dépendance au tabac aussi, ça peut enlever quelques obstacles sur le chemin du sevrage tabagique. Donc, je vous dis courage, on va arriver un jour, peut-être la fois suivante, on va présenter, pas les obstacles, mais comment surmonter les obstacles. Merci. Même, elle est très répandue, il faut accepter ça, elle est là. Et elle n'est pas interdite au marché. C'est vrai que nous n'avons pas aujourd'hui assez de preuves pour recommander
il n'y a pas de protocole. C'est plutôt les patients qu'il faut font soi-même. Si ils arrivent avec la vapoteuse, pourquoi pas? C'est vrai qu'après, il faut arrêter la vapoteuse. Il y a, bon, plus tard, quand même, dans les cigarettes, il y a à peu près 4000, aujourd'hui on dirait 7000 composants, dans les vapoteuses, 1500. Mais c'est vrai que s'il y a une vapoteuse à la nicotine, la dépendance à la nicotine peut persister et les gens restent avec les vapoteuses pendant des années. Non, c'est pas bien. La nature nous a fait pour inspirer l'air propre et pas autre chose. Bon, mais ce qui est prouvé par la science, que vapo-fumeur ne gagne rien. Si on fume et on vapote, il n'y a pas d'effet positif, il n'y a pas d'avantage. Donc, si les gens veulent arrêter avec les vapoteuses, bon, c'est leur projet, pourquoi pas, mais dans ce cas, il faut arrêter complètement et après, plus tard, ils vont s'occuper d'arrêter les vapoteuses. Une question par rapport justement, enfin, sur le tabagisme en lui-même, qu'est-ce qui fait que les patients vont être amenés à fumer et les jeunes générations, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'elles vont commencer à fumer? Est-ce que notre rôle, c'est pas justement un rôle aussi de prévention et de faire en sorte que ce tabagisme n'attire pas autant les jeunes et le jeune public qui maintenant va fumer même pas les cigarettes, c'est d'autres moyens en fait qui vont agresser leur... Pour notre fédération, j'ai écrit un conte de fées pour les adolescents, mes aventures à Tabastan. 3 garçons qui sont tombés dans le piège du tabac, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de prévention à ce niveau, de prévention ludique, vous voyez, qui touche les jeunes, mais c'est vrai que c'est absolument indispensable. Malheureusement, en tant que tabacologue, je vois les fumeurs et leur relation avec les enfants, c'est très simple. Et les enfants vivent dans cet environnement toxique, ils deviennent dépendants déjà avant pour les cigarettes. Il y a des gens, qui disent non, les premières cigarettes étaient bonnes. Et on demande, mais est-ce que tes parents fumaient? Oh oui, mes parents fumaient partout. Ma mère a fumé ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Donc, oui, non, c'est pas réglé. Parfois, il y a des jeunes fumeurs qui veulent arrêter, mais ils sont vraiment stressés par l'environnement parce que pas seulement les copains, mais les parents fument. Donc, oui, ça c'est...